tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie qui nous montre l'importance d'oser être soi pour découvrir tout notre potentiel. Je lui laisse la parole. Bonjour Tiffaine. Bonjour aussi à tous ceux qui auront la curiosité d'écouter le podcast. Bon, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben, ça va très très bien. Je suis ravie de pouvoir passer ce moment avec toi et de pouvoir vivre cette nouvelle expérience, à pouvoir cocher dans les choses que j'ai faites. J'ai été interviewée. Waouh! Donc c'est chouette. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter ? Oui, eh bien écoute, moi je m'appelle Stéphanie Bourbon. Je suis une heureuse maman de 2 enfants. Je suis une épouse comblée depuis plus de 20 ans et je suis surtout et avant tout une femme de 45 ans qui est de plus en plus épanouie dans sa vie de tous les jours, de plus en plus à l'aise avec toutes ces valeurs, tout ce qui fait sens depuis ma reconversion en 2019, qui fait qu'aujourd'hui, je m'autorise à être une praticienne en hypnose et en thérapie brève sur Boucouzé. Et j'adore cette nouvelle vie. Génial. Et alors, donc, cette nouvelle vie a démarré quand ? Cette nouvelle vie a démarré le 1er avril 2019. Je me suis immatriculée le 1er avril 2019 pour commencer cette nouvelle vie. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça va bientôt faire 2 ans, on va bientôt fêter l'anniversaire. D'accord. Alors là, on va faire un retour en arrière. Dis-nous ce que tu faisais justement avant ce 1er avril 2019. Eh bien, écoute, avant, qu'est-ce que je faisais ? J'étais directrice de crèche. Directrice de crèche depuis un peu plus de 15 ans. Depuis un peu plus de 15 ans, où j'ai travaillé à la fois dans des crèches et des haltes garderies, surtout dans le secteur municipal. Donc avec tout le temps avec des équipes, avec des enfants très différents d'année en année. Et puis la vie a fait que dans un projet professionnel de mon mari, nous avons déménagé, nous sommes arrivés sur Angers en fin d'été 2014. Et puis, assez naïvement, comme je faisais partie de la fonction publique, je me suis dit, je vais retrouver facilement un travail lorsque je déménage. Et en fait, ça se passe pas trop comme ça. Donc, à ce moment-là, je me suis pas posé la question de me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre. Donc j'ai postulé, j'ai un peu galéré pour trouver un autre poste de directrice de crèche. Et de cette, moi, j'ai trouvé finalement un poste en crèche d'entreprise. D'accord. Et la crèche d'entreprise, où en fait, pour moi, c'était mes premiers pas dans l'entreprise, les premiers pas dans le monde des chiffres, dans le monde des quotas, dans le monde des taux d'occupation, dans le monde des taux de remplissage. Ouais. Donc, ce monde-là était très bref dans mon existence parce que je suis restée pas tout à fait 2 ans, parce que ça ne sonnait plus juste dans mes valeurs. Ça ne sonnait plus juste avec les missions du métier que j'avais choisi d'être. Donc après avoir persévéré, après avoir fait plein de tentatives pour essayer de mettre davantage de bienveillance et de bon sens, on était jusqu'à ce niveau-là. À un moment donné, mon corps, il a dit stop. Il a dit stop en avril 2017. Et donc, on appelle de manière un peu épuisement professionnel, burn-out, je n'en sais rien. Je lui donne pas forcément d'étiquette, mais à un moment donné, ça sonnait plus juste pour moi et il était temps de stopper. D'accord. Donc, tu es resté combien de temps en crèche d'entreprise ? Écoute, pas tout à fait 2 ans, parce que j'étais arrivée le mois de juin 2015 et terminée le 1er avril 2017. Donc, tu vois, pas tout à fait 2 ans. Ça m'a suffisamment abîmée, mais ça m'a abîmée pour pouvoir mieux repousser après, donc c'était bien. Avec le recul, je me dis que c'est bien. Et alors, tu parlais de valeurs, que c'était pas forcément, enfin, en tout cas, plus en adéquation avec tes valeurs. Quelles sont tes valeurs aujourd'hui ? Mes valeurs, elles sont assez nombreuses en fait. Je me suis rendu compte qu'elles étaient assez nombreuses. Elles sont à la fois dans tout ce qui est écoute, dans tout ce qui est partage, entraide.
La valeur du respect, Mhm. la valeur qui a été extrêmement forte pour moi et que j'ai vraiment pris conscience, c'est toute la sphère familiale et la sphère de l'amitié. C'est une vraie valeur forte en termes de transmission. La valeur de la justice, de l'équité, ou ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu dans ces valeurs-là, dans cette expérience-là. Donc, puis bah, évidemment, une valeur de bienveillance qui m'accompagne chaque jour dans mon métier de thérapeute. D'accord. Et alors, donc là, avril 2017, épuisement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et bien après, quand tu rentres dans cette sphère-là, c'est un peu comme sur un toboggan. Tu sais que ça va que dans un sens. Tu sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, mais tu sais pas quand, tu sais pas où. Et en fait, j'ai eu la chance de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce voyage de toboggan parce que justement, la valeur forte famille, amie était là. Et, Mhm. euh, et elle est venue me repêcher en disant, bah, allez, stop, quoi. On arrête, tu fais un point et puis voilà, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, il y a eu une période qui était certes pas évidente. Et donc toute cette période-là a eu chez moi des vraies répercussions au niveau du sommeil, où je ne dormais plus, où je culpabilisais d'avoir abandonné le navire de l'autre côté, parce que j'avais cette sensation-là de ne pas avoir réussi à Mhm. pouvoir faire valoir mes valeurs qui m'accompagnaient depuis 15 ans, et pourquoi est-ce que dans cet espace-là professionnel privé, ça ne fonctionnait plus. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de me faire accompagner pour mes troubles du sommeil par une hypnothérapeute, donc Anne, si elle se reconnaît, que je remercie encore beaucoup aujourd'hui. Et en fait, ce qui a été assez étonnant, c'est que assez rapidement, mes soucis de sommeil se sont résorbés, se sont allégés et résorbés. Pour moi, c'était donc la découverte de l'hypnose et surtout, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que c'est un processus qui est continu et progressif, ce qui m'a permis de prendre le temps d'aller mieux. Et quand Mhm. on prend le temps d'aller mieux, ben, on accepte le temps où on n'était pas bien euh, Oui. et de se dire, voilà, se prendre de ce temps-là, de pouvoir expérimenter l'hypnose, de pouvoir même expériencier. Je sais que c'est pas forcément un mot qu'on utilise dans le dictionnaire, mais j'aime bien cette notion-là parce que pour moi, j'ai vraiment découvert à travers cet accompagnement que le corps nous fait sentir physiquement les émotions que notre mental, de temps en temps, m'a mis un temps fou à pouvoir réprimer. Pourtant, ce sont des messages importants. Et je trouve le côté hyper intéressant dans une démarche hypnotique qui est à la fois très mentale, les ressentis dans le corps et quoi ça fait dans notre corps, ça m'a Mhm. énormément parlé. Et donc, lorsqu'en parallèle de ça, j'ai fait un bilan de compétences D'accord. qui mettait en avant, bien évidemment, le côté être à l'écoute des autres, vouloir aider les autres, prendre soin d'eux, et ben, l'hypnose est arrivée assez naturellement parce que je l'avais expérimenté par moi-même. Ça restait pas un concept parce que c'était quelque chose d'extrêmement pragmatique. Mhm. C'est un vrai outil qu'on apprend. Je sais pas, si j'avais m'étais reconvertie en ébénisterie, j'aurais eu un couteau à bois, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qui est justement pas de l'ordre de l'ésotérisme qu'on pourrait peut-être imaginer. C'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et de ce fait, bah, assez naturellement, ça m'a permis de repenser la deuxième partie de ma vie Oui. dans le fait de reprendre une formation en hypnose donc sur Paris. Après également de continuer les formations parce que quand tu commences des formations, ben, tu finis jamais. Et puis c'est chouette parce qu'un chemin de vie, on est tout le temps dans cette découverte-là. Donc après d'autres formations sur Avignon, en psychopathologie, en thérapie brève, qui fait que bah, voilà, aujourd'hui, je me sens complètement bien et complètement moi dans cette nouvelle vie. Super. Et ben, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a eu en fait un mixte, enfin, un bilan de compétences et travail personnel avec l'hypnothérapeute, c'est ça? Tout à fait. Et plus le soutien familial et amical qui a joué dans cette reconstruction. Mmh. Je comprends bien. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un terme que tu as dit au départ, au moment de ta présentation, c'est que tu as dit que tu t'autorisais à être. Et ça, c'est quand même assez fort. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi tu t'autorises aujourd'hui à être?
M'autoriser à être, pour moi, tout ce parcours-là m'a permis à la fois de faire un vrai tri, un vrai ménage entre mes croyances limitantes, entre les croyances qui me portaient justement, et de se dire qu'on a le droit de ne pas être pareil qu'avant. On a le droit de faire autre chose que l'expertise métier qu'on a appris à faire pendant 20 ans. Et c'est vrai que quand on fait un travail pendant 20 ans, qu'on est reconnu, parce que j'étais éducatrice sur le terrain, après adjointe, après directrice, il y a cette reconnaissance-là et il y a une part de nous qui se dit, je sais pas faire quelque chose de différent, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Et donc, lorsqu'on s'autorise quand on ose le faire, on se rend compte que notre personnalité, notre être, avec un grand E, c'est vraiment lui qui doit être à la source de notre métier quelque part. Et pour moi, le métier idéal, c'est le métier qui va prendre en considération toutes ces valeurs-là. Donc, le côté de s'autoriser à être, c'est justement maintenant, je m'affirme dans mes choix, je m'affirme dans mes valeurs. Ça convient, c'est parfait. Ça convient pas, c'est parfait aussi, dans le sens où on peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde, et chacun a sa place. Et ça, je trouve ça, quand on prend réellement conscience de ça et que ça reste pas que quelque chose de mental, ça soulage à fond. Ça fait vraiment du bien. Et alors, donc du coup, ton entourage qui te soutenait, enfin en tout cas qui t'a mis à un moment donné le haut là en disant, bah stop là, Stéphanie, voilà, peut-être le moment de faire un point. Quelle vision ils ont eu et ils ont peut-être encore aujourd'hui de toi maintenant que tu as commencé cette nouvelle vie? Alors cette question elle est vachement importante parce que pour moi, pour qui la valeur famille et amis était très forte, Mm. le regard de l'autre avait encore une importance très forte de ce côté-là. Donc ça a été très mitigé, c'était là encore quelque chose de très progressif. Surtout le statut de partir en indépendant. En Mm. indépendant, là, ça a été, je travaillais dans la fonction publique, donc on a quand même une vision assez sécuritaire derrière. Alors, il y a un Oui. côté de travail d'équipe, on n'est pas tout seul. Le fait d'être dans l'entrepreneuriat, c'est faire un grand écart. Donc même si je suis souple dans la vie, le grand écart, de temps en temps, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est plus c'était ce regard-là. Ce Mm. regard-là, mais t'es sûr, tu vas pas t'ennuyer, est-ce que tu vas y arriver toute seule ou autre? Donc en effet, ce questionnement-là, venait chercher en moi encore plus l'envie de travailler sur mes peurs, Mm. sur justement tout ce qu'on disait du côté limitant. Et oui, il y a des choses qui sont limitantes, oui, il y a des choses qui font peur, mais à côté de ça, j'y gagne tellement. Et c'est vraiment ça qui ce regard des autres, cette confrontation entre guillemets, cette confrontation avec le regard des autres et la vie des autres, c'est ce qui m'a vraiment nourri dans le sens où ça me permettait de pouvoir adapter et faire maturer mon projet vraiment jusqu'au moment où dit voilà, c'est bon, je suis prête, j'y vais. Je veux pas avoir de remords de pas l'avoir fait. J'aurais peut-être certains regrets, mais là, à l'heure aujourd'hui, j'en ai aucun. Donc, j'y suis allée. Donc, le regard des autres, il était plus sur ce questionnement d'indépendance, D'accord. de travail indépendant. Certaines personnes, oui, au niveau de l'hypnose, c'était, oui, mais voilà, c'est quoi concrètement? On reste quand même parfois avec des représentations un petit peu plus de spectacle. Mais à côté de ça, comme ils voyaient que je retrouvais de plus en plus cet alignement, cet apaisement au sein de la formation, au sein de toutes les rencontres que j'ai pu faire, des rencontres très riches humaines au sein de cette formation avec les formateurs, les autres stagiaires ou autres, ça faisait sens, j'étais exactement à la place où je devais être. Donc je crois que justement ces peurs-là, mon expérience leur a aussi peut-être permis de progresser, d'avancer aussi dans leurs propres croyances et de Mm. se dire que c'est possible de faire complètement différent. D'y faire du pas pareil, mais à côté de ça, je reste qui je suis et ça, c'est plutôt chouette. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est-à-dire que à la fois le regard des autres a pu t'influencer dans tes choix, mais dans tes convictions, mais ça a fait que renforcer et ça t'a permis de travailler sur tes peurs, sur ton projet, et inversement, tes choix ont pu changer aussi le regard des autres quelque part. Bien sûr, Mm. parce que quand tu vas à la rencontre de l'autre, c'est les deux qui sont gagnants. Mm, Ce sont mm. les deux qui sont gagnants sur leur chemin dans justement des convictions, au contraire des adaptations. Oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça.
faut pas sous-estimer la graine qu'on peut semer chez l'autre. Voilà, il y a certaines graines qui mettent du temps à pousser, certaines ne poussent pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Très bien. Donc là, tu as semé des graines qui ont Ouais. commencé à germer, qui germent encore. Totalement. Alors, tu parlais de personnalité tout à l'heure. Comment ton entourage te perçoit? Mon entourage me perçoit comme quelqu'un qui est ouverte, quelqu'un qui persévérant, quelqu'un qui est volontaire dans la découverte de l'autre. Beaucoup d'autodérision. Et ça, cette autodérision est oui, quelque part, j'aurais pu le mettre dans cette valeur dont tu parlais tout à l'heure. L'autodérision fait vraiment partie de ma personnalité et je trouve que c'est un magnifique garde-fou parce qu'à la fois, ça me permet de pas trop me prendre au sérieux, ça me permet de pas me reposer sur mes acquis aussi. Et ça permet justement aussi de pouvoir tout le temps se remettre en question pour rester authentique, ne pas oublier d'où je viens, ne pas oublier le voyage que j'ai fait. Et justement, quand de temps en temps, parfois dans certaines rencontres dans la vie, quand je sens que ça résonne pas OK en moi, et ben ça déjà, c'est un super apprentissage. Parce que si ça résonne pas OK en moi, ben allez, on prend le temps de dire concrètement qu'est-ce qui sonne pas juste. Donc, est-ce que je vais faire en sorte de plaire à la personne ou est-ce que je continue de me plaire à moi-même? Et c'est très souvent le choix que je fais. Et c'est souvent un pari gagnant. D'accord, donc ça, c'est des choses que tu mets, je dirais, en œuvre ou en tout cas que tu mets en avant aussi, même dans tes accompagnements. Oui, tout à fait. Et c'est là où cette reconversion, quelque part, je fais pas trop de différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, Mmh. parce que j'ai certes une expertise métier, mais cette expertise, elle fait tellement partie de mon être et du côté de mon côté humain, de mon appartenance à l'humanité, que forcément, quand on est dans l'accompagnement à l'autre, je ne change pas quand je franchis les portes de mon cabinet. Je suis ce que je suis. C'est souvent d'ailleurs quelque chose que je transmets à mes patients quand ils viennent me voir la première fois. On va apprendre à voir si on se convient mutuellement, Mmh. si on match entre nous. Si ça match, c'est super. Si on se convient, c'est super. Et si on se convient pas, c'est super aussi. Ça veut dire que on s'est rencontrés, on s'est enrichi de cette rencontre-là, mais on continue notre chemin de manière différente et séparée. Donc, donc pour moi, je suis mon métier et mon métier est que je suis ce que je suis. C'est une belle phrase, en tout cas, peut-être qu'on pourra la redire en conclusion. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans cette transition, dans ton parcours? Alors oui, enfin oui et non. Les premières difficultés étaient les difficultés qui m'appartenaient, justement dans toutes ces croyances, dans toutes ces peurs. Et ces difficultés-là, j'ai pas mis un mouchoir dessus. Je suis partie les travailler. Donc ça, ces difficultés sont devenues de vraies ressources et des vraies forces. Mmh. Les difficultés, on l'a un peu évoqué tout à l'heure par rapport à ce regard des autres. Difficulté aussi le fait de me dire que le choix des formations, je suis partie sur Paris, je suis partie sur Avignon, donc il y a une logistique, un système de financement qui est pas forcément tout le temps très évident à pouvoir envisager parce que quand tu pars dans une reconversion, tu pars pas seul, quelque part t'emmènes ta famille. Il y a des privations qui se font pour mon projet très personnel. Donc là-dessus, il y a comme une pression qui se fait un petit peu inconsciemment sur le fait de dire, faut pas que je me plante. Et en fait, je me plante pas. Donc ouais, non, ça a été plus ces difficultés. Elles ont été de cet ordre-là, à la fois logistique, matériel, et puis comme je t'évoquais tout à l'heure, ces sensations de se dire est-ce que je suis légitime et capable de pouvoir faire autre chose que l'expertise métier de directrice de crèche. Oui, alors c'est vrai que la question de la légitimité revient voilà, quand même assez régulièrement. Tu t'es sentie légitime à partir de quel moment? Euh, à partir du moment où c'est une question hyper intéressante parce que est-ce qu'on a réellement fini de parler de la légitimité? Est-ce qu'on l'a une fois pour toutes?
Je Ouais. crois pas parce que ça évolue dans notre parcours. Mm. Mais à partir du moment où j'ai commencé à accueillir des personnes et que le feedback, le retour qu'ils pouvaient me faire était que ça leur apportait, ça les aidait, ça leur faisait du bien, bah là, petit à petit, j'ai commencé à travailler, à ressentir cette légitimité. Donc cette légitimité, elle est là. Parfois, elle est plus forte, parfois, elle est un petit peu plus en arrière-plan, mais je sais qu'elle est présente. Donc elle est toujours dans ce mouvement-là, dans cette flexibilité-là. Et pour moi, tant qu'il y a de la flexibilité, ben, il y a du mouvement, il y a de la vie, c'est OK, il n'y a rien de rigide. C'est en ça, pour moi, j'aime pas trop envisager la légitimité comme quelque chose d'acquis. Oui. C'est légitime sur le moment présent, dans la rencontre à l'instant. Mm. Est-ce qu'elle se sera demain? Est-ce que c'était hier? Peu importe, quoi. Ouais. Mm. Tout à fait. Par contre, j'aimerais juste revenir quand tout à l'heure tu me parlais de les difficultés. Il Mm. y a quelque chose que j'avais compris, mais que j'avais pas suffisamment intégré. C'était la double casquette qu'il peut y avoir dans le métier d'indépendant. D'un côté, il y a l'expertise métier, donc avec voilà toutes ces formations, toutes ces supervisions, intervisions, et on reste tout le temps dans cette formation de voilà hypnose, thérapie brève, psychopatho et autres. Et d'un autre côté, ben, il y a la casquette de chef d'entreprise. Mm. Et ça, même si on le comprend intellectuellement, tant qu'on ne le vit pas, eh ben c'est pas forcément évident. Donc ouais, ça c'est peut-être quelque chose qui a été une des difficultés et qui reste parfois de temps en temps un petit peu fragile dans le côté comment est-ce que je vais faire pour avoir des clients, comment est-ce que je me fais connaître. Je peux avoir la meilleure des expertises, mais si je ne suis pas connue, je ne peux pas en faire bénéficier les autres. Donc voilà, tu vois, c'était peut-être aussi si je pouvais Mm. rajouter quelque chose sur les difficultés rencontrées, c'est peut-être de ne pas avoir suffisamment pris le temps de bien comprendre en quoi consistait la casquette chef d'entreprise, qui maintenant est parfaitement intégrée. Et voilà. D'accord. Et justement, tu t'es fait accompagner dans cette démarche de création d'entreprise? Ouais. Alors oui, je me suis fait accompagner en plus de tout le soutien familial et amical. J'avais certaines personnes dans mon entourage qui étaient également chefs d'entreprise dans des domaines très différents. Donc là, j'ai vraiment bien pris le temps d'aller à la rencontre des gens pour voir la réalité la réalité de leur métier. Et puis après, donc j'ai été moi accompagnée par la MCTE, donc la Maison de la création et de la transmission d'entreprise, ainsi que par l'ADI, qui est une association de droit à l'initiative économique, où là, en fait, à la fois par des ateliers gratuits qui mettaient à disposition sur le statut, sur les droits, sur les devoirs, où on pouvait y aller très régulièrement jusqu'à ce que on intègre bien tout cet univers-là. Ça, c'était extrêmement précieux parce que là encore, on allait à la rencontre des autres. On pouvait confronter nos points de vue. Ils ont une expertise qui nous permet d'éviter certains écueils et de gagner du temps. Donc pour moi, ça a été un accompagnement extrêmement important qui reste encore avec l'ADI. Je suis toujours accompagnée par une gestionnaire et puis c'est très précieux d'avoir ces moments là tous les 2-3 mois de se dire on fait un point et Mm. ça permet toujours de continuer d'avancer sur des bases solides. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce que tu as réussi à trouver facilement des clients? Comment ça s'est passé au Alors, démarrage? écoute, à la fois, il y a le côté assez surprenant qu'à partir du moment où tu fais une rencontre, que cette rencontre est vraiment authentique et qu'elle te nourrit autant qu'elle nourrit l'autre, tu te rends compte que l'effet boule de neige du bouche à oreille est hyper important. Il est très efficace. Il n'est pas suffisant parce que il faut continuer à se faire connaître. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques mois de ça. Donc je travaille un peu plus sur cette communication, sur le fait d'être visible, entendu, et pour que les personnes puissent savoir où me rencontrer et pourquoi me rencontrer. Et après, c'est un petit peu en système de dents de scie. Il y a des moments où il y en a davantage. Il y a d'autres moments où c'est un petit peu plus calme, ce qui permet de continuer de travailler sur des outils et sur des méthodes. Mais cette recherche des clients, à mon avis, c'est quelque chose on parlait tout à l'heure de casquette de chef d'entreprise. Voilà, c'est vraiment un des points importants à garder en tête, que les clients viennent vers nous, mais c'est aussi hyper important d'aller vers eux.
Mm. Alors c'est là que ça change aussi par rapport à ton ancienne vie, parce que tu l'as présenté un peu comme ça. Lorsque tu étais dans la fonction publique, voilà, c'est pas du tout le même rapport, hein. On parle pas de clients déjà, et moins de données chiffrées comme tu as pu le rencontrer après en crèche d'entreprise. Aujourd'hui, tu as cette casquette chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça a pu provoquer chez toi ou quel changement tu as pu observer peut-être en toi? Je sais pas si je suis claire. Peut-être, alors peut-être en termes de valeur aussi, parce que tu parlais en effet de la sécurité sur la fonction publique, hein, l'aspect sécuritaire qu'on a moins quand on est indépendant. Mm. C'est très juste. Et c'est d'ailleurs sur ces peurs-là que j'ai vraiment bien travaillé dans mon développement personnel. Euh, Comment est-ce que ça a pu évoluer? C'est déjà de me rendre compte que la casquette gestionnaire de crèche m'aide beaucoup dans la casquette gestionnaire d'entreprise, hein, dans les chiffres à rentrer. Euh, et là, c'est quelque chose qui est très différent parce que, certes, il y a du chiffre à rentrer, il y a des clients à rentrer, c'est des mots qui peuvent être barbares hein, dans le métier de l'accompagnement. Néanmoins, quelle que soit la personne que tu pourras interviewer, ben, il faut aussi qu'on vive. On a aussi des factures à payer. Mm. Euh, et donc, de ce fait, en ça, c'est venu quand même transformer le fait de dire quand il y a du sens derrière le chiffre qu'on rentre, et ben, c'est complètement OK pour moi. Mm. Des moments où je rentre moins de chiffres, mais c'est des moments où j'ai travaillé sur des écrits, sur des rendus de formation, c'est à un moment donné dans ma vie où j'ai besoin d'être plus au calme pour moi. Ça veut dire que mon corps réclame aussi ce calme-là. C'est OK pour moi. Parce que ce calme-là, ben, voilà, il vient faire émerger une énergie qui est en arrivée et après ça dépote. Donc, ouais, même en termes de sécurité, ça reste quelque chose hein, qui est vraiment présent. Il faut que je puisse vivre de mon activité. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mm. Néanmoins, c'est quelque chose de très progressif dans lequel j'ai parfaitement confiance parce que je ne suis plus certes dans la même sécurité extérieure, matérielle, mais Mm. la sécurité intérieure de cet alignement de ce qui fait sens pour moi, elle est telle que j'ai confiance, quoi, que ça va le faire. Ça va le faire. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, il y a plusieurs types de sécurité. Et on voit dans cette transition-là que tu nous racontes que la sécurité n'est plus de la même nature et tu sais l'exprimer. Et je pense que c'est important pour les personnes qui écoutent de dire ça, il n'y a pas forcément uniquement la sécurité matérielle, même si évidemment elle compte, mais il y a aussi cette sécurité intérieure qui est Mmh, propre à soi. Mm. tout à fait. Mm, mm, mm. Quel impact, pas forcément le mot, mais qu'est-ce que ça provoque chez toi, le fait de pouvoir revenir sur ce parcours-là? Ah bah, ça, c'est quelque chose à la fois de très émouvant, parce que le fait d'avoir pu travailler un petit peu pour notre échange d'aujourd'hui, ça permet justement de faire cet arrêt sur image dont on parlait tout à l'heure un peu en off, faire un arrêt sur image et de voir un peu le chemin parcouru, de se dire que on a parfois tendance à retenir les choses négatives, alors que lorsqu'on fait juste un petit point en regardant derrière, dire, bah, il y a eu ça, il y a eu ça, là c'était compliqué, mais regarde comment tu t'en es sorti, ben, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien parce que à la fois c'est révélateur du chemin de vie où il y a des moments OK, des moments moins OK. Et quand de temps en temps on prend le temps de se poser et de se dire ben, quel est le chemin parcouru, et ben ça permet de rebooster, ça permet de pouvoir confirmer encore plus ce qui fait sens pour moi. Donc, comme je te disais tout à l'heure, vraiment merci pour cet outil-là parce que ce rendez-vous-là, parce que ben, ça permet vraiment de prendre ce temps précieux pour soi et de se dire que ça vaut le coup, c'est important et ça vaut le coup de continuer à prendre ce temps pour les autres. Mm. Comment tu te sens aujourd'hui depuis cette reconversion? Là, je me sens euh, à la fois, spontanément, je t'aurais dit une nouvelle femme, mais en fait, non. Je me sens être la femme qui attendait de pouvoir venir. Mm. Ton podcast s'appelle Les Métamorphoses et je trouve le terme extrêmement juste. Hein. On parle souvent de la métamorphose avec ce cocon, ce papillon. D'ailleurs, t'en fais ton logo.
Et juste pour l'anecdote, une fois en formation, j'avais été donc accompagnée dans une transe hypnotique extrêmement profonde. Et à un moment donné, sans que je ne comprenne pourquoi, il y a eu un papillon bleu électrique qui est arrivé dans cette transe hypnotique. Je n'en ai pas compris le sens tout de suite, mais pour moi, c'était important qu'il soit là. Donc, il fait également partie de mon logo. Mm. Et je trouve dans ce côté de métamorphose, de cette chrysalide, de prendre du temps, de maturer son projet, de pas vouloir aller trop vite, d'aller à son propre rythme. Il y a des personnes qui vont peut-être vouloir à l'extérieur ouvrir la chrysalide, mais dans ce cas-là, on peut pas s'envoler. Et je trouve que à aujourd'hui, je trouve que cette éclosion me va à ravir dans le sens où je suis réellement qui je suis, je ne perds pas mes valeurs, je gagne et j'apprends chaque jour dans les rencontres avec les uns et les autres. Et c'est extrêmement à la fois gratifiant et enrichissant à chaque rencontre avec chaque patient, se dire que on contribue à alléger leur chemin de vie ou à enrichir en fonction de certaines choses, en certains moments, certains contextes. Et ça, ça vaut le coup d'être humain pour ça, quoi. Oui, je partage complètement. Alors, avant de terminer, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir? Je vais reprendre cette idée de maturation. Mm. Pour moi, c'est prendre le temps. Quand on a un projet comme ça de reconversion, c'est surtout de pas agir dans la précipitation, parce que quand on agit dans la précipitation, on agit souvent dans une forte décharge émotionnelle et c'est rarement très juste, très bon pour soi. Donc de bien prendre le temps, de laisser bourgeonner les projets pour qu'ils puissent fleurir tranquillement, de pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes, à la fois du métier et à la fois du secteur indépendant, si la reconversion elle est dans ce côté indépendant. Là encore, peut-être de réemployer le terme d'oser, parce que parfois on se dit bah non, j'ai pas envie de déranger, ou moi parfois lorsque j'ai contacté d'autres hypnothérapeutes, il y avait une vraie fermeture, d'une peur de concurrence ou autre. Et au contraire, après, il y avait aussi des vraies ouvertures avec un échange sur le métier. On peut faire exactement la même formation, on peut faire exactement le même métier, mais on ne vivra pas et on ne fera pas ressentir notre métier de la même façon. Donc, oui, il y a de la concurrence parce qu'il y a des métiers similaires, mais je vais convenir à une personne qui ne conviendra pas à l'autre et inversement. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir aussi en tête. Mm. Donc, de pouvoir oser aller à la rencontre, de pouvoir aussi sortir de sa zone de confort. Parce que quand on s'autorise, une fois encore, à sortir de sa zone de confort, on se rend compte qu'assez rapidement, cette zone de confort s'élargit. Elle devient de plus en plus riche, de plus en plus dense, et de celle, on s'autorise d'autres choses. Alors, je sais plus si c'était, je crois que c'était Montaigne qui disait que la mission la plus importante pour un être humain, c'est d'aller à la connaissance de soi. Quand je parle de côté de maturation, de prendre le temps, c'est vraiment ça, quoi. Aller qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous n'avez plus envie, et puis de croire en en votre potentiel, de vous lancer. Et je me souviens moi d'un formateur qui m'avait la première session de formation qui m'avait dit une phrase, une citation qui fait partie maintenant de mon quotidien. Je l'ai même dans mon bureau parce que ça me permet d'être un peu comme un mantra, de me rappeler. C'était une citation de Kierkegaard, qui était un écrivain philosophe, je sais plus s'il était hongrois ou danois, je dirais bien danois, qui disait que oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Mm. Et donc, je trouve que c'est le meilleur conseil que je puisse faire, que je puisse vous donner, c'est oser être qui vous voulez être. Parce que le fait de pouvoir oser, on est dans ce vacillement qui est vraiment extrêmement important dans le changement. Il ne peut pas avoir de changement sans vacillement. Donc, quand on ose, on découvre tout notre potentiel. Donc, oser y aller. Oser y aller, puis foncer, parce que ça vaut vraiment le coup quand on a pris le temps de bien penser son projet. Merci beaucoup Stéphanie pour ce partage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais encore te remercier. Je voulais encore. J'ai trouvé hyper intéressant d'écouter aussi les autres podcasts. Donc, enrichissez-vous de tout ça.
Et si je peux me permettre de pouvoir peut-être rajouter, c'est lors du dernier podcast que tu as fait avec Edwige Play. Elle avait apporté un point qui était extrêmement important entre le projet de compensation, projet de compensation et projet de réalisation, quand on est dans une métamorphose professionnelle. Et ça m'a beaucoup questionnée. Et en fait, je me suis rendu compte que inconsciemment, oui, je suis passée dans la phase de projet de compensation parce que par rapport à mon ancienne vie, j'avais besoin de peut-être d'une revanche ou je ne sais quoi. Et en fait, à partir du moment où on arrive à passer de ce projet de compensation, de se rendre compte que on entre dans ce projet de réalisation, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment transformé ma vie, que je me suis affirmée dans mes choix et que, encore une fois, je m'autorise à être qui je suis. Donc, le passer dans ce projet de réalisation, il fait qu'on est là où on doit être. Donc voilà, ça serait pour moi le mot de la fin parce que j'ai trouvé ça très pertinent quand Edwige l'a évoqué. D'accord. Merci beaucoup Stéphanie pour ce partage très enrichissant. Là aussi, encore une fois, très bon échange. Et puis voilà, certainement que ça fera aussi écho à d'autres personnes. Avec grand, grand plaisir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.